Traquée par la mort, la lynx enceinte s'effondra devant la niche d'un prédateur qui aurait dû l'achever. Au lieu des crocs attendus, elle sentit une présence protectrice s'allonger contre son flanc, défiant toutes les lois de la nature. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter pour nous dire de quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Au cœur de la campagne provençale, là où les collines ondulent sous un soleil implacable, les frontières entre sauvages et domestiques s'estompent parfois dans la brume de l'aube. C'est dans ce paysage où oliviers et lavandes se disputent l'horizon que notre histoire commence. Une histoire qui défie les lois de la nature, un récit où l'instinct cède sa place à quelque chose de plus profond, de plus troublant. Stella, une magnifique femelle lynx roux au pelage tacheté couleur de feuilles d'automne, s'arrêta brusquement. Ses pattes, d'ordinaire si assurées, tremblaient sous le poids de son ventre distendu. Enceinte de 6 semaines, elle portait la prochaine génération de prédateurs qui, un jour, parcouraient ces collines avec la même grâce silencieuse qu'elle, du moins si elle parvenait à survivre jusqu'à leur naissance. La sécheresse qui frappait la région depuis 3 mois avait transformé son territoire en un piège mortel. Les ruisseaux s'étaient taris un à un, les proies avaient migré vers des zones plus clémentes, et Stella, ralentie par sa grossesse, peinait à chasser suffisamment pour nourrir à la fois ses petits à naître et elle-même. Ses côtes saillaient sous son pelage autrefois luxuriant, et ses yeux dorés, jadis vifs et alertes, s'étaient ternis par la faim et l'épuisement. À quelques kilomètres de là, dans le mât provençal de la famille Moreau, la vie suivait son cours paisible. Pierre, un viticulteur de 53 ans au visage buriné par le soleil et les années, contemplait le ciel sans nuages avec inquiétude. La sécheresse menaçait ses vignes, l'héritage de 3 générations de Moreau. Assis sur le perron de Pierre, il sirotait son café matinal, son regard se perdant dans les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue. « Tu crois qu'il va pleuvoir bientôt ?» demanda-t-il sans se retourner, sachant que sa femme, Élise, venait de le rejoindre, le bruit léger de ses pas sur les dalles de pierre, trahissant sa présence. « Les prévisions ne sont pas encourageantes, » répondit-elle en posant une main sur son épaule. « Mais on a survécu à pire, non ?» Pierre sourit malgré lui. En 30 ans de mariage, Élise avait toujours eu le don de trouver les mots justes pour apaiser ses craintes. Il porta la main à son visage, couvrant celle de sa femme dans un geste tendre, quand un aboiement attira leur attention. Atlas, leur berger australien de 3 ans, se tenait à l'entrée de sa niche, le regard fixé vers les collines. Son corps musclé était tendu comme un arc, ses oreilles dressées captant des sons imperceptibles pour ses maîtres. Un second aboiement, plus insistant, brisa le silence de la matinée. « Qu'est-ce qui lui prend ?» s'étonna Élise. « Il n'aboie jamais sans raison. » Pierre fronça les sourcils. Peut-être un sanglier qui s'approche trop près des vignes. Il se leva, épousseta son pantalon et siffla doucement. « Atlas, viens ici, mon grand. » Mais contrairement à son habitude, le chien ne réagit pas à l'appel de son maître. Son attention restait rivée sur quelque chose au-delà de la propriété, quelque chose qui semblait l'intriguer et l'inquiéter à la fois. « Je vais voir », décida Pierre, en se dirigeant vers la niche d'Atlas, située à l'ombre d'un vieux chêne qui marquait la limite entre le jardin soigneusement entretenu et les vignes qui s'étendaient au-delà. Pendant ce temps, Stella avait poursuivi sa route désespérée. Guidée par son odorat infaillible, elle avait détecté la présence d'eau, une source peut-être, ou un bassin artificiel. Dans son état d'épuisement avancé, la prudence qui avait toujours caractérisé cette créature sauvage cédait peu à peu la place à un besoin primaire de survie. Le territoire des humains, qu'elle avait toujours évité avec une méfiance instinctive, devenait maintenant sa seule chance de salut. Chaque pas était une torture, chaque respiration un effort monumental. Mais l'instinct maternel,
Cette force qui transcende les espèces la poussait à continuer, à lutter pour ces vies qui grandissaient en elle. Lorsqu'elle aperçut la propriété des Moreaux, nichée au creux d'une vallée verdoyante grâce à l'irrigation artificielle, Stella hésita. Les odeurs humaines, mêlées à celles d'un chien, envahirent ses narines sensibles, déclenchant une alarme dans son cerveau primitif. Danger, prédateur, fuis. Mais où fuir quand chaque recoin de la garrigue s'est transformé en désert hostile? Quand chaque muscle de votre corps crie à l'agonie et que la soif assèche votre gorge comme du papier de verre, un mouvement à la périphérie de sa vision la fit se figer. Là, à moins de 100 mètres, se trouvait un abreuvoir pour oiseaux. L'eau scintillait sous le soleil matinal, promesse de vie dans ce paysage de désolation. Stella reprit sa progression, chaque pas calculé malgré sa faiblesse, chaque sens en alerte. Atlas avait senti l'intruse bien avant de la voir. L'odeur sauvage, musquée, si différente de celle des renards ou des sangliers qu'il avait l'habitude de chasser loin des vignes, avait éveillé sa curiosité. Mais c'est la détresse qu'il percevait dans les mouvements de cette créature inconnue qui retenait maintenant toute son attention. Quelque chose n'allait pas. Et Atlas, avec cette intelligence particulière que possèdent certains chiens, le comprenait instinctivement. Il aboya une troisième fois, non pas en signe d'agression, mais comme un avertissement à ses maîtres. « Regardez, écoutez, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. » Pierre arriva près de la niche, intrigué par le comportement inhabituel de son fidèle compagnon. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» murmura-t-il en suivant la direction du regard d'Atlas. C'est alors qu'il l'aperçut, une forme fauve qui se déplaçait avec difficulté entre les oliviers qui bordèrent la propriété. Au premier abord, il pensa à un renard, mais la taille et la démarche ne correspondaient pas. Un chat sauvage, peut-être? Mais même à cette distance, il pouvait distinguer que l'animal était beaucoup plus imposant. « Élise !» appela-t-il sans quitter la créature des yeux. « Apporte-moi les jumelles, vite !» Stella avait presque atteint l'abreuvoir quand une vague de douleur la traversa, si intense qu'elle lui coupa le souffle. Ses pattes se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra à quelques mètres seulement de l'eau tant convoitée. Un gémissement s'échappa de sa gorge desséchée, un son qu'aucun humain n'entendrait jamais d'un lynx en temps normal, une manifestation sonore de sa souffrance qui brisait toutes les règles de survie de son espèce. Atlas bondit hors de sa niche, ignorant l'appel de Pierre qui tentait de le retenir. Quelque chose dans ce cri avait résonné en lui, transcendant les barrières ancestrales entre prédateurs. En quelques foulées puissantes, il traversa le jardin et s'immobilisa à une distance respectueuse de la forme effondrée. Élise rejoignit Pierre, les jumelles à la main, juste à temps pour assister à la scène. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en portant une main à sa bouche. « C'est un lynx !» Pierre ajusta les jumelles et confirma avec stupéfaction. « Un lynx roux, ici, c'est incroyable. » Puis, remarquant le ventre distendu de l'animal, « Et elle est enceinte. » Le couple observait, pétrifié, tandis qu'Atlas s'approchait lentement de la femelle lynx. Tout dans leur éducation, dans leur connaissance de la nature, leur criait que cette rencontre ne pouvait se terminer que par un affrontement. Un prédateur sauvage acculé était l'une des créatures les plus dangereuses qui soient. « Atlas !» cria Pierre, craignant pour la sécurité de son chien. « Reviens ici immédiatement !» Mais Atlas, habituellement si obéissant, fit la sourde oreille. Quelque chose de plus puissant que son dressement guidait maintenant ses actions. Pas à pas, il réduisit la distance qui le séparait de Stella, sa posture n'exprimant ni peur ni agressivité, juste une curiosité intense et ce qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. Stella sentit le chien approcher mais n'avait plus la force de réagir. La douleur irradiait dans tout son corps et des points noirs dansaient devant ses yeux. Si c'était ainsi que devait se terminer son existence, au moins ses petits ne souffriraient pas longtemps. La pensée lui apporta un étrange réconfort, alors que la conscience la quittait peu à peu.
Le dernier son qu'elle perçut fut un aboiement, proche maintenant, et le dernier contact qu'elle ressentit fut celui d'une truffe humide contre son flanc. Puis les ténèbres l'engloutirent complètement. Le temps sembla se figer dans ce tableau improbable. Un chien domestique face à un prédateur sauvage, séparés par des millénaires d'évolutions divergentes, pourtant réunis dans un moment de vulnérabilité partagée. Pierre et Élise retenaient leur souffle, incapables d'intervenir, témoins d'une scène qui défiait toute logique. Atlas s'approcha encore jusqu'à ce que son museau frôle le flanc de Stella. Il renifla doucement, ses narines frémissantes captant les multiples informations que dégageait la femelle lynx, l'odeur âcre de la peur, la douceur musquée de la grossesse et par-dessus tout, l'acidité métallique de la souffrance. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de sa taille, il donna un petit coup de museau à la lynx immobile. Aucune réaction. Atlas leva les yeux vers ses maîtres et émit un gémissement plaintif qui trancha le silence comme un couteau. « Il faut faire quelque chose », murmura Élise, serrant instinctivement le bras de son mari. « Elle va mourir si on n'intervient pas. » Pierre hésita, tiraillé entre la compassion et la prudence. « C'est un animal sauvage, Élise, dangereux. Si elle se réveille pendant qu'on essaie de l'aider... » « Regarde-la, » insista Élise. « Elle est au bout du rouleau, et elle porte des petits. » Le regard de Pierre passa de sa femme à Atlas, puis à la forme inerte de Stella. Une décision se cristallisa dans son esprit, celle qui définirait le cours des événements à venir. « Va chercher la grande caisse de transport qu'on utilise pour Marianne, » dit-il, faisant référence à leur chatte tigrée qui détestait cordialement les voyages chez le vétérinaire. « Et appelle le docteur Fournier. Dis-lui que c'est une urgence. » Élise hocha la tête et se précipita vers la maison. Pierre, quant à lui, s'approcha lentement du duo improbable, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé pour ne pas effrayer l'animal sauvage si celui-ci venait à reprendre conscience. « Doucement, Atlas, » murmura-t-il. « Reste tranquille, mon grand. » Le berger australien ne bougea pas, maintenant une garde vigilante auprès de la lynx inconsciente. Pierre s'agenouilla à distance respectueuse, observant la respiration laborieuse de Stella. Chaque inspiration semblait être un combat, chaque expiration un soulagement temporaire. Son pelage, qu'il imaginait autrefois lustré et épais, était maintenant terne et collé par endroits, révélant une maigreur inquiétante malgré son ventre gonflé. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma belle ?» chuchota-t-il, plus pour lui-même que pour l'animal. « Comment as-tu fini si loin de ton territoire ?» Élise revint quelques minutes plus tard, portant la grande cage de transport et une couverture épaisse. « Laurent arrive », annonça-t-elle, faisant référence au docteur Fournier. Il était justement chez les Dubois pour leur cheval. Il sera là dans moins de 10 minutes. « Parfait », acquiesça Pierre. « Maintenant, le plus délicat va être de la déplacer sans la blesser davantage, ni nous faire attaquer. » Avec d'infinies précautions, ils étendirent la couverture à côté de Stella. Pierre, utilisant une branche tombée d'un olivier, tenta de faire doucement glisser le corps de la lynx sur le tissu. Mais au premier contact, les yeux de Stella s'ouvrirent brusquement. Deux orbes dorés emplis de terreur et de confusion. Un feulement faible mais menaçant s'échappa de sa gorge, et malgré sa faiblesse, elle tenta de se redresser, griffes sorties. « Attention !» cria Élise, reculant instinctivement. Ce qui se produisit ensuite laissa les deux humains stupéfaits. Atlas, au lieu de s'écarter du danger potentiel, se plaça délibérément entre ses maîtres et la lynx, mais pas en position d'attaque. Au contraire, il s'allongea à côté de Stella, son corps formant un bouclier vivant, et émit un son doux, presque une berceuse canine. Le regard de la lynx croisa celui du chien, et quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse, incompréhensible pour les humains présents. Le feulement s'arrêta,
Les griffes se rétractèrent légèrement. Épuisée par ce bref sursaut d'énergie, Stella se laissa retomber sur le côté, sa méfiance momentanément supplantée par l'épuisement. « C'est incroyable », souffla Élise. « On dirait qu'il la protège ?» Pierre, tout aussi abasourdi, n'eut pas le temps de répondre. Le bruit d'un moteur annonçait l'arrivée du docteur Fournier. Laurent Fournier était un homme d'une 50aine d'années, au visage jovial encadré d'une barbe poivre et sel. Vétérinaire rural depuis plus de 20 ans, il pensait avoir tout vu, jusqu'à ce jour. « Alors qu'est-ce qu'on a là ?» demanda-t-il en sortant de sa camionnette, sa mallette médicale à la main. Puis son regard tomba sur la scène devant lui et il s'immobilisa. « Nom de... c'est un lynx roux, confirma Pierre. Une femelle, enceinte. » Laurent secoua la tête, incrédule. Dans le coin, le dernier signalement date d'au moins 10 ans. Ils ont presque disparu de la région. Apparemment pas tous, répliqua Élise, et celle-ci a désespérément besoin d'aide. Le vétérinaire s'approcha avec la prudence que lui dictait son expérience. Elle est inconsciente ? Semi-consciente, précisa Pierre. Elle s'est réveillée quand on a essayé de la déplacer. Et le plus étrange, il désigna Atlas, toujours allongé près de la lynx. Notre chien refuse de la quitter. Il semble la protéger. Laurent haussa les sourcils mais ne commenta pas, concentré sur l'évaluation clinique qu'il pouvait faire à distance. Déshydratation sévère, dénutrition, probablement à cause de la sécheresse. Elle est venue chercher de l'eau, j'imagine. Il ouvrit sa mallette et en sortit une seringue et un flacon. Je vais devoir la sédater pour l'examiner correctement. Même affaiblie, une lynx reste dangereuse. Avec l'aide de Pierre, utilisant une perche spéciale pour animaux sauvages, Laurent administra un tranquillisant à Stella. En quelques minutes, sa respiration devint plus régulière et son corps se détendit complètement. Atlas, comme s'il comprenait ce qui se passait, se décala légèrement pour permettre au vétérinaire d'approcher mais refusa de s'éloigner complètement malgré les ordres répétés de Pierre. « Laisse-le », suggéra finalement Laurent. « S'il reste calme, il ne gênera pas. » L'examen qui suivit confirma leurs craintes. Stella était gravement déshydratée et malnutrie. Sans intervention, elle n'aurait pas survécu plus de quelques heures. Mais ce qui inquiétait davantage le vétérinaire, c'était l'état de sa grossesse. « Je sens au moins 3 fœtus », annonça-t-il après une palpation délicate. « Mais leur vitalité m'inquiète. Elle est trop faible pour leur fournir les nutriments nécessaires. »« Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Élise, dont le cœur s'était irrémédiablement attaché à cette créature sauvage en l'espace de quelques minutes. Laurent soupira, pesant ses options. « Légalement, je devrais contacter l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est une espèce protégée. »« Et concrètement, qu'est-ce qu'il ferait ?» insista Pierre. « Il la placerait dans un centre de soins spécialisé, s'ils en trouvent un qui peut l'accueillir immédiatement. Sinon... » Il laissa sa phrase en suspens, mais son expression était éloquente. « On peut la garder ici », proposa spontanément Élise. « Juste le temps qu'elle reprenne des forces et mette bas. La vieille bergerie est isolée et sécurisée. On pourrait l'aménager. » Pierre et Laurent échangèrent un regard, surpris par l'audace de la proposition. « C'est risqué », avertit le vétérinaire, « et probablement illégal sans autorisation. »« Alors demandons l'autorisation », répliqua Élise avec une détermination tranquille. « Mais en attendant, on ne peut pas la laisser mourir, n'est-ce pas ?» Laurent se massa la nuque, tiraillé entre son devoir professionnel et son éthique personnelle. « Je vais lui poser une perfusion pour commencer à la réhydrater et lui faire quelques injections de nutriments. Ça lui donnera un répit. » Il regarda le couple. « Vous avez jusqu'à demain pour décider quoi faire. Je ne dirai rien jusque-là. » Pendant qu'il parlait, Atlas n'avait pas quitté son poste.
Lorsque Laurent inséra l'aiguille de la perfusion dans la patte de Stella, le chien observa attentivement, comme s'il évaluait si cette action représentait une menace. Apparemment satisfait que ces étranges manipulations aidèrent sa nouvelle protégée, il posa sa tête sur ses pattes avant, son regard passant alternativement de la lynx aux humains qui s'affairaient autour d'elle. « Je n'ai jamais vu Atlas se comporter ainsi », murmura Pierre à sa femme, pendant que Laurent préparait une seconde injection. C'est comme s'il avait adopté cette lynx. Élise observa leur fidèle compagnon, puis la féline sauvage dont la vie pendait à un fil. « Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ignorons, » répondit-elle doucement. « Les animaux ont parfois une sagesse qui nous échappe. » Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait savoir à cet instant, c'est que le lien improbable qui se formait entre Atlas et Stella allait bientôt être mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Car dans les collines environnantes, d'autres yeux observèrent la scène, des yeux qui ne voyaient pas avec bienveillance cette intervention humaine dans l'ordre naturel des choses. Le crépuscule enveloppait la propriété des Moreau, peignant le ciel de teintes pourpres et orangées qui s'estompaient lentement vers un bleu profond. Dans la vieille bergerie en pierre, transformée en quelques heures en infirmerie de fortune, Stella reposait sur un épais lit de paille fraîche, sa respiration plus régulière qu'auparavant. La perfusion que Laurent avait installée continuait à délivrer les fluides vitaux dans son corps épuisé, goutte après goutte, ramenant progressivement la vie dans ses veines. Pierre achevait d'installer une clôture provisoire autour de l'espace dédié à leur invité sauvage, une précaution nécessaire lorsque Stella reprendrait suffisamment de force pour se déplacer. À ses côtés, Élise disposait des écuelles d'eau fraîche et de nourriture, un mélange que Laurent avait spécialement préparé pour une carnivore affaiblie. « Tu crois qu'elle mangera ça ?» demanda Pierre, contemplant le mélange de viande hachée et de suppléments nutritionnels. Laurent a dit que l'instinct prendrait le dessus si elle a assez de force, répondit Élise. L'important, c'est qu'elle s'hydrate d'abord. Atlas, qui n'avait pas quitté Stella depuis son effondrement, était allongé près d'elle, à distance respectueuse, mais suffisamment proche pour surveiller chaque mouvement. Ses yeux intelligents suivaient les allées et venues de ses maîtres, mais revenaient invariablement se poser sur la lynx, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il détournait le regard trop longtemps. « On devrait peut-être le faire rentrer pour la nuit », suggéra Pierre, observant leur chien avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « S'il reste ici et qu'elle se réveille désorientée ?» Élise secoua la tête. « Je ne crois pas qu'il accepterait de la quitter maintenant. Et honnêtement, je pense qu'elle a besoin de lui, même si ça défie toute logique. » Pierre passa un bras autour des épaules de sa femme, attirant son corps contre le sien dans un geste de réconfort mutuel. « Rien dans cette journée n'a suivi la logique, ma chérie. Pourquoi commencer maintenant ?» Ils restèrent ainsi quelques instants, unis dans cette étrange aventure où ils s'étaient embarqués presque malgré eux. Puis Élise s'écarta doucement. « Il faut que j'appelle David », dit-elle en faisant référence à leur fils unique qui étudiait la biologie marine à Montpellier. « Il saura peut-être nous conseiller sur les démarches administratives ou connaîtra quelqu'un qui pourrait nous aider. » Pierre acquiesça. David, avec son réseau d'amis écologistes et ses connaissances en matière de protection des espèces, représentait leur meilleure chance d'obtenir une autorisation officielle pour ce sauvetage improvisé. Tandis qu'ils quittaient la bergerie, laissant une petite lampe à faible intensité pour surveiller leur patiente, ni Pierre ni Élise ne remarquèrent la silhouette furtive qui se glissait entre les cyprès bordant leur propriété. Une ombre parmi les ombres, se déplaçant avec la grâce silencieuse d'un prédateur. Maxime Vidal ajusta ses jumelles de vision nocturne, scrutant l'intérieur de la bergerie depuis sa position à la lisière du bois. À 42 ans, ce garde-chasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avait développé un sixième sens pour détecter les activités inhabituelles dans son secteur. Et l'arrivée précipitée du vétérinaire chez les Moreau
conjugué aux allers-retours frénétiques du couple entre leur maison et la vieille bergerie, avait éveillé sa curiosité. Ce qu'il voyait maintenant le laissait perplexe. Un lynx roux, une espèce qu'il croyait presque disparue de la région, sous perfusion gardée par un chien de berger. La scène était si surréaliste qu'il dut rajuster ses jumelles, certain d'être victime d'une illusion d'optique. Mais non, l'image restait la même. Une intervention humaine directe sur une espèce protégée, sans autorisation officielle, c'était précisément le genre de situation qu'il était censé signaler et interrompre. Pourtant, quelque chose le retenait. Peut-être était-ce la façon dont le chien veillait sur la lynx ou les gestes attentionnés qu'il avait observés chez le couple Moreau. Ce n'était clairement pas un cas de braconnage ou de captivité malveillante. Maxime abaissa ses jumelles, le front plissé par le dilemme moral qui se présentait à lui. Son devoir l'obligeait à intervenir, mais son instinct lui soufflait d'observer avant d'agir. Après un dernier regard vers la bergerie, il se fondit à nouveau dans l'obscurité, sa décision suspendue dans la nuit comme les étoiles qui commençaient à piquer le ciel d'encre. À l'intérieur de la bergerie, le monde de Stella oscillait entre conscience et obscurité. Les fluides qui pénétraient ses veines apportaient un soulagement à son corps desséché, mais la douleur persistait, une douleur sourde, pulsante, qui irradiait de son ventre jusqu'à chaque extrémité de son être. Dans les brumes de sa semi-conscience, elle percevait la présence de l'autre, le chien, l'ennemi naturel, pourtant si étrangement non menaçant. Les odeurs humaines imprégnaient l'espace, déclenchant des alarmes ancestrales dans son cerveau primitif. Danger, piège, captivité. Pourtant, ces signaux étaient contrebalancés par l'absence de douleur supplémentaire, par l'eau qui humidifiait sa langue desséchée lorsqu'Élise lui en avait délicatement versé quelques gouttes entre les babines, par la chaleur de la paille sous son corps endolori. Un mouvement involontaire de ses petits dans son ventre lui arracha un gémissement faible. Atlas se redressa immédiatement, oreille dressée, attentif à ce signe de détresse. Avec une délicatesse infinie, il s'approcha et posa son museau contre le flanc de Stella, à l'endroit exact où la vie pulsait sous le pelage tacheté. Ce contact, qui aurait dû provoquer une réaction défensive immédiate, eut l'effet inverse. La chaleur et la présence stable du chien apaisèrent momentanément l'inconfort de la lynx. Sa respiration s'apaisa, et elle sombra à nouveau dans un sommeil réparateur, bercée par le rythme cardiaque régulier d'Atlas qui résonnait contre sa propre cage thoracique. Dans la maison principale, Pierre raccrochait le téléphone, l'expression partagée entre soulagement et inquiétude. « Alors ?» demanda Élise en posant sur la table 2 tasses de tisane fumante. « David arrive demain matin. Il prend le premier train, » annonça Pierre en s'asseyant lourdement. Il a déjà contacté un de ses professeurs qui est spécialiste des félidés, et apparemment, il connaît aussi quelqu'un à la direction régionale de l'environnement qui pourrait nous aider à obtenir une dérogation temporaire. Élise hocha la tête, reconnaissante pour la réactivité de leur fils. C'est une bonne nouvelle. Pas que des bonnes, tempéra Pierre. D'après ce que David a pu savoir, la procédure standard dans ce genre de cas serait de transférer l'animal dans un centre spécialisé. Et vu son état, le transport pourrait la tuer, compléta Élise, exprimant tout haut la crainte qui les habitait tous deux. Sans parler du stress pour ses petits. Un silence s'installa, seulement troublé par le chant des cigales qui résistaient vaillamment à la fraîcheur nocturne. Pierre fit tourner sa tasse entre ses paumes, perdu dans ses pensées. « Ce n'est pas que je m'inquiète pour les conséquences légales, » dit-il finalement. « C'est juste que je veux être sûr qu'on fait ce qui est le mieux pour elle. » Élise posa sa main sur celle de son mari, leurs doigts s'entrelaçant dans un geste familier qui avait traversé les décennies de leur vie commune. « On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, » répondit-elle simplement. « Comme toujours. »
L'aube pointait à peine lorsque Laurent Fournier revint à la propriété, fidèle à sa promesse de suivre l'évolution de Stella. Il trouva Pierre déjà réveillé, préparant du café dans la cuisine au mur de pierre. « Du nouveau ?» demanda le vétérinaire en acceptant la tasse que lui tendait son ami. « Elle a passé une nuit calme », rapporta Pierre. « Je suis allé vérifier toutes les 2 heures. La dernière fois, elle semblait un peu plus alerte, mais pas agressive. Atlas est resté avec elle toute la nuit. » Laurent hocha la tête, impressionné par le dévouement du chien. « C'est un comportement fascinant, complètement contre nature, mais ça fonctionne, » compléta Pierre. « Alors ne cherchons pas trop à comprendre. » Ils se dirigèrent vers la bergerie, où le jour naissant filtrait à travers les interstices des volets en bois. Élise les y avait précédés et était agenouillée près de l'enclos improvisé, observant avec attention. « Elle a bu », annonça-t-elle sans détourner le regard, toute seule, et je crois qu'elle a aussi mangé un peu. Laurent s'approcha, sa démarche délibérément lente et ses gestes mesurés pour ne pas effrayer l'animal. Stella était éveillée, ses yeux dorés suivant chaque mouvement avec une vigilance qui, bien que teintée de méfiance, semblait moins paniquée que la veille. « C'est bon signe », murmura le vétérinaire. « Sa déshydratation s'améliore. Maintenant, il faut qu'elle continue à s'alimenter pour regagner des forces avant la mise bas. » Il procéda à un examen visuel, n'osant pas encore s'approcher suffisamment pour une auscultation plus poussée. Atlas, toujours à son poste, s'était légèrement décalé pour permettre à Stella d'accéder à l'eau et à la nourriture, mais restait à portée protectrice. « Je vais lui préparer une nouvelle ration », décida Laurent après son observation. « Quelque chose de plus riche en protéines et en calcium. La gestation est à un stade avancé et ses réserves sont presque épuisées. » Alors qu'ils discutaient des soins à apporter, un bruit de moteur annonça l'arrivée d'un véhicule. Pierre jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut une voiture qu'il ne connaissait pas s'engager dans l'allée de gravier. « Attendez-vous quelqu'un » demanda Laurent, soudain inquiet. « David ne devrait pas arriver avant midi » répondit Pierre, sentant une appréhension monter en lui. Le véhicule s'arrêta devant la maison principale et un homme en uniforme vert foncé en descendit. Même à cette distance, l'écusson de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage était clairement visible sur sa poitrine. « Oh non !» souffla Élise, son visage pâlissant. « Comment ont-ils su ?» Laurent et Pierre échangèrent un regard lourd de sens. Quelqu'un avait parlé, ou ils avaient été observés. Dans tous les cas, la situation venait de se compliquer considérablement. « Je vais aller lui parler », décida Pierre. « Laurent, tu restes ici avec Élise et Stella. Si les choses tournent mal, préparez-vous à un transfert d'urgence. » Il sortit de la bergerie d'un pas décidé, tentant de projeter une assurance qu'il était loin de ressentir. L'homme en uniforme se tenait maintenant devant la porte de leur maison, scrutant les alentours d'un œil professionnel. « Monsieur Vidal » l'interpella Pierre, reconnaissant le garde-chasse qui avait déjà patrouillé dans le secteur. « Que nous vaut cette visite matinale ?» Maxime Vidal se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Monsieur Moreau, j'ai des raisons de croire que vous hébergez un animal sauvage protégé sur votre propriété. Un lynx roux, pour être précis. » Pierre sentit son cœur s'accélérer, mais maintint un visage impassible. « Qu'est-ce qui vous fait penser ça ?» Le garde-chasse soutint son regard sans ciller. « Je pense que nous savons tous les deux que j'ai raison. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet ?» Le temps sembla se suspendre dans la lumière naissante de ce matin d'été. Pierre et Maxime Vidal se tenaient face à face, chacun jaugeant l'autre dans un silence chargé de non-dits. Ce fut finalement le garde-chasse qui rompit cet équilibre précaire. « Je pourrais faire un rapport officiel, » dit-il en ajustant sa casquette. « Possession illégale d'espèces protégées, intervention non autorisée sur la faune sauvage.
Vous connaissez les sanctions. Pierre acquiesça lentement, sentant le poids de chaque mot. Je les connais. Mais connaissez-vous l'histoire complète? Une ombre d'hésitation traversa le visage de Vidal. Éclairez-moi. Pierre inspira profondément. Il n'avait qu'une chance, et la vie de Stella dépendait de sa capacité à faire comprendre à cet homme que leur action, bien qu'illégale sur le papier, était moralement justifiée. « Suivez-moi », dit-il simplement en se dirigeant vers la bergerie. Après un moment d'hésitation, Vidal lui emboîta le pas, sa démarche trahissant une méfiance professionnelle. Lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment en pierre, Laurent et Élise se figèrent, leur visage reflétant une inquiétude qu'ils ne cherchaient pas à dissimuler. « Voici Monsieur Vidal, de l'Office national de la chasse », annonça Pierre avec un calme forcé. « Il est au courant pour notre invité. » Le regard du garde-chasse se posa immédiatement sur l'enclos improvisé où Stella reposait, Atlas toujours fidèle à son poste. La scène semblait sortie d'un conte fantastique, un prédateur sauvage veillé par un gardien domestique, sous l'œil attentif d'humains transformés en soigneurs improvisés. « Elle s'est effondrée devant notre maison hier matin », expliqua Élise, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. « Déshydratée, affamée, et comme vous pouvez le voir, en fin de gestation. Notre chien, Atlas, l'a trouvée et a refusé de la quitter. » Laurent s'avança, sa présence ajoutant une dimension professionnelle à leur récit. « J'ai été appelé en urgence. Sans intervention immédiate, elle serait morte en quelques heures, ainsi que ses petits. Un transfert dans son état aurait été fatal. » Vidal s'approcha lentement de l'enclos, observant Stella avec l'œil exercé d'un homme habitué à évaluer la faune sauvage. La lynx le suivit du regard, ses oreilles touffues pivotant dans sa direction, mais sans manifester d'agressivité, un signe de sa faiblesse persistante. « Combien de temps avant la mise bas ?» demanda-t-il après un long silence, sa voix désormais dépourvue de l'autorité tranchante qu'elle avait à son arrivée. « Difficile à dire avec précision, » répondit Laurent. « Peut-être quelques jours, peut-être quelques heures. Son état s'améliore, mais elle reste très fragile. » Vidal s'accroupit, étudiant le comportement d'Atlas avec une fascination non dissimulée. « Et le chien? Comment expliquez-vous ça ?» Pierre haussa les épaules. « Nous n'avons pas d'explication, c'est simplement arrivé. » Un sourire inattendu étira les lèvres du garde-chasse. La nature nous surprend toujours quand on croit tout savoir sur elle. Il se releva et se tourna vers les trois adultes qui attendaient son verdict avec une appréhension palpable. « Ce que vous faites est techniquement illégal, » commença-t-il, et leurs cœurs se serrèrent. « Mais... » Ce petit mot suspendit le temps dans la bergerie. « Mais je serais un bien piètre gardien de la nature si je ne reconnaissais pas une action de conservation quand j'en vois une, » poursuivit-il. « Les lynx sont presque disparus de nos forêts. Chaque individu compte, surtout une femelle en âge de reproduction. » Le soulagement qui envahit la pièce était presque palpable, comme une vague chaude dissipant la tension glacée qui les habitait. « Cela dit, » tempéra Vidal, nous devons régulariser la situation. J'ai des contacts au Centre régional de conservation des espèces menacées. Je peux arranger une visite officielle et, avec un peu de chance, obtenir une autorisation temporaire de soins. Élise porta une main à sa bouche, retenant un sanglot de soulagement. Pierre serra brièvement l'épaule du garde-chasse, un geste simple mais chargé de gratitude. « Notre fils arrive aujourd'hui, » annonça-t-il. Il étudie la biologie et a déjà contacté des personnes qui pourraient nous aider avec les démarches administratives. Vidal hocha la tête, appréciateur. « Parfait. Plus nous aurons de soutien scientifique, mieux ce sera pour le dossier. » Il consulta sa montre. « Je dois continuer ma patrouille, mais je reviendrai cet après-midi avec les documents nécessaires pour entamer la procédure. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, son regard fut attiré par un mouvement dans l'enclos. Stella s'agitait,
Son corps parcouru de tremblements subtils mais visibles. Atlas se redressa immédiatement, émettant un gémissement inquiet. Laurent se précipita vers l'enclos, toute préoccupation administrative momentanément oubliée. « Je crois que ça commence », murmura-t-il en observant les contractions qui soulevaient le flanc de la lynx. « La mise bas, maintenant ?» s'alarma Élise. Le vétérinaire acquiesça, déjà en train de se laver les mains dans le seau d'eau propre qu'ils avaient à préparer. Les félidés sauvages choisissent rarement le moment idéal, dit-il avec un calme professionnel qui contrastait avec l'urgence de la situation. Pierre, j'aurais besoin de serviettes propres et d'eau chaude. Élise, les fournitures médicales que j'ai laissées hier. Vidal, qui s'était immobilisé à la porte, hésita. Son devoir l'appelait ailleurs, mais l'événement qui se préparait représentait une opportunité d'observation exceptionnelle. « Je peux rester si vous avez besoin d'aide », offrit-il, la curiosité du naturaliste prenant le pas sur les obligations du fonctionnaire. Les heures qui suivirent se déroulèrent dans une atmosphère de tension contenue. Stella, guidée par des instincts plus anciens que la civilisation humaine, travaillait pour donner naissance à ses petits. Atlas, comprenant d'une façon mystérieuse ce qui se passait, maintenait une présence rassurante tout en laissant suffisamment d'espace pour ne pas stresser davantage la future mère. Laurent supervisait le processus avec une intervention minimale. Les animaux sauvages gèrent généralement leur naissance sans assistance, mais l'état affaibli de Stella justifiait une surveillance étroite. Pierre et Élise préparaient des linges propres et renouvelaient l'eau fraîche, tandis que Vidal documentait discrètement l'événement, ses notes et photographies constituant un témoignage précieux pour la science de la conservation. Peu avant midi, alors que le soleil atteignait son zénith, un bruit de moteur annonça une nouvelle arrivée. Pierre jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut le taxi qui déposait leur fils. David Moreau, grand jeune homme de 24 ans aux cheveux bruns en bataille et au regard vif, descendit du véhicule avec un sac de voyage et ce qui ressemblait à une mallette d'équipement scientifique. « David est là », annonça Pierre à Élise. « Je vais l'accueillir et le mettre au courant. » Lorsque père et fils revinrent à la bergerie quelques minutes plus tard, la situation avait évolué dramatiquement. Le premier chaton venait de naître, une minuscule créature aveugle et mouillée que Stella nettoyait avec application, malgré son épuisement évident. « Mon Dieu !» souffla David, figé sur le seuil, son regard passant de la scène de naissance au chien qui veillait avec une sollicitude incompréhensible. Ses années d'études ne l'avaient pas préparé à un tel spectacle. « Bienvenue dans notre petit miracle », murmura Élise en l'étreignant brièvement. « Ça fait 2 heures qu'elle travaille. » David déposa son équipement et s'approcha avec précaution, sa formation scientifique prenant immédiatement le dessus sur sa stupéfaction initiale. « Combien de chatons attendez-vous ?»« Au moins 3, d'après la palpation, » répondit Laurent sans quitter Stella des yeux. « Le premier semble en bonne santé, malgré les circonstances. » La naissance se poursuivit, rythmée par les contractions de Stella et les encouragements murmurés des humains qui l'entouraient. Atlas, dans une démonstration étonnante d'intelligence émotionnelle, semblait comprendre exactement quand s'approcher pour offrir du réconfort et quand s'écarter pour laisser la lynx gérer son instinct maternel. Le deuxième chaton apparut 40 minutes après le premier, légèrement plus petit mais tout aussi vigoureux dans ses premiers cris. Stella l'accueillit avec la même attention méticuleuse, léchant sa fourrure pour stimuler sa respiration et sa circulation. C'est avec le troisième que les complications commencèrent. Les contractions de Stella s'intensifièrent, mais aucun progrès visible ne se manifestait. Son souffle devint laborieux, et des gémissements de douleur s'échappèrent de sa gorge, un son déchirant qui poussa Atlas à s'approcher davantage, gémissant en écho à sa souffrance. « Quelque chose ne va pas », diagnostiqua Laurent, l'inquiétude assombrissant son visage. « Le chaton est peut-être mal positionné. »« Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Élise, les mains crispées sur le rebord de l'enclos.
Le vétérinaire secoua la tête, confronté à un dilemme professionnel. Normalement, j'interviendrais, mais avec un félin sauvage, l'approcher maintenant pourrait provoquer un stress fatal. David, qui avait observé en silence, s'avança. Et si Atlas nous aidait? Tous les regards se tournèrent vers lui, intrigués. Elle lui fait confiance, d'une façon que nous ne comprenons pas, poursuivit-il, son esprit analytique cherchant des solutions là où l'expérience traditionnelle atteignait ses limites. Si Atlas reste près d'elle pendant que vous intervenez, elle pourrait se sentir suffisamment en sécurité pour le permettre. Laurent considéra cette suggestion non conventionnelle, pesant les risques contre l'urgence croissante de la situation. Ça pourrait fonctionner, admit-il finalement. Ou ça pourrait être catastrophique. Mais je ne vois pas d'autre option si nous voulons sauver ce chaton, et potentiellement Stella elle-même. La décision fut prise dans l'urgence du moment. Avec une coordination silencieuse qui témoignait de la gravité de l'instant, ils mirent en place leur plan improbable. Atlas, guidé par des commandes douces de Pierre, s'approcha de Stella et s'allongea contre elle, son corps formant un rempart de chaleur et de réconfort. La lynx, épuisée par l'effort et la douleur, accepta sa présence avec une docilité surprenante. Ce fut dans cette étrange communion entre deux espèces naturellement opposées que Laurent put enfin s'approcher suffisamment pour intervenir, ses mains expertes guidant le troisième chaton vers la lumière du jour provençal. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer en heures. Le silence dans la bergerie n'était rompu que par la respiration laborieuse de Stella et les murmures apaisants de Laurent qui, avec une concentration absolue, guidait le chaton mal positionné vers la sortie. Atlas, dans une immobilité presque surnaturelle, maintenait son contact avec la lynx, ses yeux intelligents ne quittant jamais le visage de la mère en détresse. « Presque », murmura Laurent, des gouttes de sueur perlant sur son front, malgré la fraîcheur relative de la bergerie. « Je sens la tête. Encore un petit effort. » Un spasme parcourut le corps de Stella, suivi d'un gémissement sourd, puis soudain, le miracle se produisit. Le troisième chaton glissa dans les mains préparées du vétérinaire, une minuscule boule de fourrure humide et immobile. « Il ne respire pas », diagnostiqua Laurent, son calme professionnel masquant l'urgence de la situation. Avec des gestes précis mais doux, il nettoya les voies respiratoires du nouveau-né, puis le frictionna délicatement avec une serviette propre. Chaque seconde qui passait alourdissait l'atmosphère. Élise avait saisi la main de Pierre, leurs doigts entrelacés, témoignant d'une angoisse partagée. David, bien que formé aux rigueurs de l'observation scientifique, ne pouvait détacher son regard de cette lutte silencieuse pour la vie. Même Vidal, habitué aux cruautés implacables de la nature, retenait son souffle. Puis, comme un écho lointain d'orage, un minuscule cri perça le silence. Le chaton avait pris sa première inspiration, son petit corps frémissant sous les stimulations expertes de Laurent. « Il est vivant », annonça le vétérinaire, un sourire éclairant son visage épuisé. « Un vrai battant ». Un soupir collectif de soulagement parcourut l'assistance. Laurent déposa délicatement le nouveau-né près de sa mère, observant avec attention comment Stella réagirait après cette intervention humaine. Affaiblie mais guidée par son instinct maternel, la lynx commença immédiatement à lécher son petit, stimulant sa circulation et l'imprégnant de son odeur. « C'est extraordinaire », murmura David, l'émerveillement du scientifique se mêlant à l'émotion de l'homme devant ce spectacle de vie obstinée. « Elle ne nous perçoit pas comme une menace, même après une manipulation directe. »« C'est grâce à Atlas », répondit doucement Élise, caressant la tête de leur fidèle compagnon qui n'avait pas bougé d'un poil. D'une façon ou d'une autre, il lui a fait comprendre que nous voulions l'aider. Laurent, après avoir vérifié que le troisième chaton respirait normalement et commençait à téter, procéda à un examen rapide de Stella. « Je crois que c'est terminé », annonça-t-il. «
3 chatons, tous vivants. Compte tenu des circonstances, c'est presque miraculeux. Vidal, qui prenait des notes depuis le début de la mise bas, hocha la tête avec une admiration non dissimulée. J'ai documenté des dizaines de naissances en milieu naturel, mais jamais rien de comparable. Ce que nous venons d'observer défie toutes les lois comportementales connues des félidés sauvages. Atlas, comme s'il comprenait qu'il avait accompli sa mission, se redressa lentement et s'écarta de Stella, s'installant à une distance respectueuse mais vigilante. La lynx, épuisée par l'épreuve, rassembla ses 3 petits contre son ventre et ferma les yeux, son corps enfin détendu dans un sommeil réparateur. « Laissons-les tranquilles maintenant », suggéra Laurent en se relevant, ses jambes raides après être resté si longtemps dans une position inconfortable. Stella a besoin de récupérer, et les petits doivent téter pour recevoir le colostrum. Ils sortirent silencieusement de la bergerie, laissant entr'ouverte une fenêtre pour assurer une ventilation adéquate, sans créer de courant d'air. Le soleil de midi baignait maintenant la propriété d'une lumière éclatante, contrastant avec la pénombre apaisante qu'ils venaient de quitter. « Je dois repartir », annonça Vidal en consultant sa montre. « Mais je reviendrai cet après-midi avec les documents, comme promis. » Et il hésita, cherchant ses mots. « Je voudrais vous remercier de m'avoir permis d'assister à cela. » C'est le genre d'expérience qui rappelle pourquoi on choisit ce métier en premier lieu. Après son départ, les Moreau et Laurent s'installèrent sur la terrasse ombragée, le besoin de décompresser évident sur leur visage, marqué par l'intensité des dernières heures. Élise servit une limonade fraîche que David avala d'un trait, comme pour étancher une soif plus profonde que physique. « Alors, commença-t-il après avoir reposé son verre, « racontez-moi tout depuis le début. Comment une lynx sauvage s'est-elle retrouvée devant la niche d'Atlas ?» Pierre relata les événements de la veille, depuis l'aboiement inhabituel d'Atlas jusqu'à l'effondrement de Stella et leur décision improvisée de la secourir. Laurent compléta avec les détails médicaux, soulignant l'état critique dans lequel se trouvait la lynx lors de son arrivée. La déshydratation était si sévère qu'elle n'aurait pas survécu plus de quelques heures sans intervention, expliqua-t-il. La sécheresse a décimé les points d'eau dans toute la région. Elle a dû parcourir des kilomètres dans cet état, guidée uniquement par son instinct de survie. David écoutait, son esprit analytique assemblant les pièces du puzzle. Et Atlas? Comment expliquez-vous son comportement? Les chiens et les félins sauvages sont naturellement antagonistes. C'est la grande question, admit Pierre en secouant la tête. On n'a pas d'explication rationnelle. C'est comme s'il avait reconnu sa détresse d'une façon qui transcende les barrières d'espèces. Ou peut-être, intervint Élise avec ce mélange d'intuition et de sensibilité qui la caractérisait, a-t-il simplement reconnu une autre mère qui luttait pour ses petits? Atlas a toujours eu un instinct protecteur développé. Un mouvement à la porte de la bergerie attira leur attention. Atlas venait de sortir et se dirigeait vers eux, sa démarche tranquille mais déterminée. Il s'arrêta devant Élise, la fixant de ses yeux bicolores qui semblaient contenir une sagesse ancienne. « Qu'y a-t-il, mon beau » demanda-t-elle en caressant sa tête. Comme en réponse, Atlas se tourna vers la bergerie, puis revint à Élise, répétant ce mouvement plusieurs fois. « Je crois qu'il veut que nous vérifions quelque chose », suggéra David, fasciné par cette communication délibérée. Guidés par le chien, ils retournèrent dans la bergerie où un spectacle inattendu les attendait. Stella s'était déplacée. Malgré son épuisement post-partum, elle avait traîné ses 3 chatons hors du nid douillet qu'il lui avait préparé et les avait installés directement devant la niche d'Atlas que Pierre avait transportée dans la bergerie la veille. « C'est stupéfiant », murmura Laurent, incapable de trouver d'autres mots. La symbolique était saisissante. Stella, une créature sauvage guidée par des millénaires d'instincts de méfiance envers les humains et leurs animaux domestiques, avait délibérément choisi de placer ses nouveau-nés
sa contribution la plus précieuse à la survie de son espèce, sous la protection d'un chien. Atlas trottina jusqu'à sa niche et s'y installa, son regard passant de Stella aux humains comme pour demander leur approbation. La lynx, bien qu'éveillée et attentive, ne manifesta aucun signe d'alarme face à cette proximité inhabituelle. Au contraire, elle semblait apaisée. « Je n'ai jamais rien vu de tel », admit David, son scepticisme scientifique momentanément suspendu devant l'évidence d'un phénomène qui échappait aux classifications habituelles. C'est comme si elle avait compris qu'Atlas l'avait aidée et qu'elle lui faisait maintenant confiance pour protéger ses petits. Ou peut-être, suggéra Laurent, reconnaît-elle simplement l'abri le plus sûr disponible. Les félins sont pragmatiques par nature. Mais cette explication rationnelle semblait insuffisante face à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus fondamental dans cette association improbable, comme si ces deux créatures avaient transcendé les barrières imposées par leur nature respective pour créer une alliance nouvelle, défiant toute logique, mais parfaitement fonctionnelle. « Qu'est-ce que ça signifie pour la suite ?» demanda Pierre, comprenant que leurs plans initiaux venaient d'être bouleversés par ce développement inattendu. Laurent se frotta le menton, pensif. D'un point de vue médical, c'est problématique. Stella et ses petits devraient normalement être transférés dans un centre spécialisé dès que possible pour minimiser leur contact avec les humains et préserver leur caractère sauvage. Mais les séparer d'Atlas maintenant, commença Élise, pourrait être traumatisant, compléta David, pour tous les concernés. Ils contemplèrent en silence ce tableau improbable. Une famille de lynx blottie devant la niche d'un chien domestique, deux mondes distincts fusionnant dans une harmonie qui défiait toute explication scientifique. Le défi qu'ils affrontaient maintenant dépassait largement les questions légales et administratives. Il touchait à des principes plus fondamentaux sur la nature, l'adaptation et peut-être même sur ce que signifie vraiment être sauvage. Les jours qui suivirent la naissance des chatons s'écoulèrent dans une atmosphère suspendue entre émerveillement et incertitude. La bergerie s'était transformée en un sanctuaire improvisé où la frontière entre sauvage et domestique semblait se dissoudre un peu plus chaque jour. Une routine s'était établie, orchestrée autour des besoins de Stella et de ses petits, avec Atlas comme gardien infatigable de cette famille improbable. Comme promis, Maxime Vidal était revenu avec les documents nécessaires pour régulariser temporairement la situation. Assis à la table de la cuisine des Moreau, il expliquait maintenant les complexités administratives qu'il devait naviguer. « Voici l'autorisation provisoire de détention d'espèces protégées à des fins de soins », dit-il en poussant un formulaire officiel vers Pierre. « Elle est valable pour 3 semaines, le temps que le comité régional examine votre dossier complet. » David, qui avait passé la matinée à photographier et documenter méthodiquement le comportement de Stella et Atlas, examina le document avec attention. Et après ces 3 semaines, normalement, la procédure standard serait un transfert vers le centre de réhabilitation de la faune sauvage à Marseille, répondit Vidal en tapotant nerveusement son stylo contre la table. Mais votre situation est, disons, sans précédent. Ce qui signifie, pressa Élise, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Vidal échangea un regard avec Laurent, qui était revenu ce matin-là pour vérifier l'état de santé de la petite famille. Nous marchons en territoire inexploré. Les protocoles existants ne prévoient pas de scénario où un prédateur sauvage forme une alliance avec un chien domestique, ni où des chatons naissent dans un environnement semi-domestique, ajouta Laurent. La question de l'imprégnation est cruciale ici. Plus ils passeront de temps en contact avec des humains et Atlas, plus leur capacité à retourner à l'état sauvage pourrait être compromise. Un silence pensif s'installa dans la cuisine ensoleillée. Par la fenêtre ouverte,
Il pouvait apercevoir la bergerie où se jouait cette expérience inédite de coexistence. Qu'est-ce qui serait le mieux pour eux? Demanda finalement Pierre, posant la question qui pesait sur tous les esprits. David, dont l'expertise scientifique était désormais précieuse, prit un moment avant de répondre. D'un point de vue purement conservationniste, l'idéal serait de limiter au maximum les interactions humaines, tout en fournissant les soins nécessaires, puis de les relâcher dans un habitat approprié dès que possible. Mais, encouragea Élise, percevant l'hésitation dans la voix de son fils. Mais nous sommes face à une situation qui transcende les protocoles standards, continua David. Le lien entre Stella et Atlas est un phénomène comportemental exceptionnel qui mérite d'être étudié. Et puis, il y a la question pratique. Stella a délibérément choisi Atlas comme protecteur de ses petits. Les séparer maintenant pourrait causer un stress considérable. Vidal hocha la tête, appréciant la complexité de la situation. J'ai discuté avec mes supérieurs et avec des chercheurs du Muséum d'histoire naturelle. Ils sont intéressés par votre cas, suffisamment pour envisager un protocole expérimental. Quel genre de protocole? Demanda Pierre. Une période d'observation prolongée dans votre propriété, sous supervision scientifique, expliqua Vidal. L'objectif serait double, assurer le bien-être de Stella et ses petits, tout en documentant cette interaction inhabituelle entre espèces. Laurent, qui était resté silencieux pendant cet échange, intervint avec la perspective pragmatique du médecin. Médicalement, Stella est encore fragile. Un transport maintenant serait risqué, et les chatons ont besoin de stabilité pendant leurs premières semaines. Si vous pouvez obtenir cette autorisation spéciale, ce serait la meilleure option à court terme. Un aboiement discret attira leur attention. Atlas se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard intelligent passant d'un visage à l'autre comme s'il suivait la conversation. « Je crois que quelqu'un a un avis sur la question », plaisanta Pierre, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Je vais voir Stella », décida Élise en se levant. « C'est peut-être l'heure de son repas. » Elle suivit Atlas qui, comme s'il avait parfaitement compris, la guidait vers la bergerie. Les autres ne tardèrent pas à leur emboîter le pas, les discussions administratives momentanément mises de côté face à l'attraction irrésistible qu'exerçait le miracle qui se déroulait à quelques mètres de là. Dans la douce pénombre de la bergerie, Stella était allongée devant la niche d'Atlas, ses 3 chatons blottis contre son ventre. Leurs yeux, encore fermés, ne s'ouvriraient pas avant une dizaine de jours, mais leur petit corps frémissait déjà de cette énergie qui caractérise les jeunes prédateurs. La lynx leva la tête à leur entrée, ses oreilles pivotant dans leur direction, mais sans manifester d'inquiétude. « Elle s'habitue à notre présence », observa David à voix basse. « C'est à la fois fascinant et préoccupant d'un point de vue conservationniste. » Élise déposa un bol d'eau fraîche et une assiette contenant la préparation spéciale que Laurent avait prescrite, un mélange riche en protéines et nutriments essentiels pour une mère allaitante, avec une prudence qui n'était plus celle de la terreur, mais plutôt d'une acceptation circonspecte. Stella s'étira et s'approcha de la nourriture, commençant à manger sous le regard attentif de ses observateurs humains. « Incroyable !» murmura Vidal. « Une lynx sauvage qui accepte de s'alimenter en présence d'humains à moins de 3 mètres de distance. » Atlas, semblant comprendre son rôle dans ce tableau extraordinaire, s'installa près des chatons, veillant sur eux pendant que leur mère se nourrissait. L'un des petits, le plus frêle, celui que Laurent avait dû aider à naître, émit un miaulement ténu. Sans hésitation, Atlas se pencha et le poussa délicatement du museau, le rapprochant de ses frères pour qu'il bénéficie de leur chaleur collective. Il agit comme un père adoptif, observa Élise, les yeux brillants d'émotion. David, bien que formé à la rigueur scientifique, ne put s'empêcher d'être touché par cette scène.
Ce comportement défie toutes nos connaissances sur les relations interspécifiques chez les prédateurs. C'est comme si Atlas avait développé un instinct parental envers ses chatons, malgré l'absence de tout lien biologique. Ou peut-être, suggéra Laurent, est-ce plus simple que cela? Peut-être qu'Atlas reconnaît simplement le besoin et y répond, sans les barrières conceptuelles que nous, humains, imposons au monde naturel. Stella finit son repas et retourna à ses petits, s'installant à côté d'Atlas dans une proximité qui aurait été impensable quelques jours plus tôt. Le chien et la lynx se regardèrent un instant, un échange silencieux passant entre eux. Puis Stella commença la toilette méticuleuse de ses chatons, chacun à leur tour, avec la patience infinie des mères félines. « J'ai pris ma décision », annonça soudain Vidal, comme tiré d'une réflexion profonde. « Je vais recommander le protocole expérimental avec votre propriété comme site d'étude. La valeur scientifique de ce que nous observons ici justifie une approche non conventionnelle. »« Et les chatons ?» demanda Pierre. « Quel sera leur avenir ?» Vidal soupira, le poids de cette responsabilité visible sur ses traits. « C'est la question la plus délicate. L'objectif ultime reste leur réintroduction dans la nature. Mais le chemin pour y parvenir devra peut-être être reconsidéré à la lumière de ces circonstances exceptionnelles. » Pendant les jours suivants, la bergerie devint le centre d'une activité discrète mais intense. David avait installé des caméras pour documenter les interactions 24 heures sur 24, capturant ainsi les moments que les humains ne pouvaient observer directement. Une équipe de chercheurs du muséum, conduite par le professeur Marion Duval, une éthologue renommée spécialisée dans les comportements atypiques chez les prédateurs, était venue évaluer la situation. C'est sans précédent, avait-elle confirmé après une journée d'observation. J'ai étudié des cas d'adoption interspécifiques, mais généralement entre espèces plus proches taxonomiquement, ou dans des situations de captivité où les comportements naturels sont altérés. Voir cela se produire spontanément, avec un prédateur sauvage adulte, c'est extraordinaire. Les chatons grandissaient rapidement, comme tous les félidés. Leur pelage, d'abord uniformément duveteux et grisâtre, commençait à révéler les premières taches caractéristiques du lynx roux. Leurs mouvements, initialement limités à des rampements maladroits, gagnaient chaque jour en coordination. Et surtout, sous la surveillance attentive d'Atlas, ils prospéraient. Le plus frêle des trois, que David avait surnommé Miracle dans ses notes scientifiques, mais qu'Élise appelait affectueusement Petit Prince, rattrapait progressivement ses frères. C'était lui qui semblait avoir développé le lien le plus fort avec Atlas, recherchant souvent le contact avec le chien lorsque Stella s'absentait brièvement pour se dégourdir les pattes dans l'enclos sécurisé que Pierre avait agrandi autour de la bergerie. C'est lors d'une de ces absences que l'incident se produisit. Élise était seule à la maison, Pierre étant parti en ville pour acheter des fournitures et David accompagnant le professeur Duval pour une présentation de leurs observations préliminaires devant le comité scientifique régional. Élise était en train d'étendre le linge dans le jardin lorsqu'elle entendit le premier aboiement, un son aigu, urgent, qui la fit se figer, puis un second, plus insistant encore. Jamais Atlas n'aboyait ainsi sans raison majeure. Abandonnant son panier de linge, elle se précipita vers la bergerie, le cœur battant à tout rompre. La distance de 50 mètres qui séparait la maison de l'ancien bâtiment lui parut soudain interminable. À mi-chemin, elle entendit un bruit qui glaça son sang, un miaulement désespéré, aigu, celui d'un chaton en détresse. Lorsqu'elle atteignit finalement la porte, le spectacle qui l'accueillit la figea sur place. L'un des chatons, Petit Prince, le plus fragile, était accroché au bord du grand abreuvoir que Pierre avait installé pour Stella. Le petit corps se débattait faiblement, ses pattes minuscules glissant sur la surface lisse du récipient métallique, sa tête à peine maintenue hors de l'eau. Atlas, dans un état d'agitation extrême, tournait autour de l'abreuvoir, aboyant et gémissant alternativement, mais incapable d'atteindre le chaton sans risquer de le faire tomber complètement.
Mon Dieu, souffla Élise, comprenant instantanément la gravité de la situation. Avec une présence d'esprit née de l'urgence, elle s'approcha doucement, parlant d'une voix apaisante bien que son cœur battît à se rompre. « Doucement, Atlas, doucement, je vais l'aider. » Le chien s'écarta juste assez pour lui permettre d'accéder à l'abreuvoir, ses yeux ne quittant jamais le chaton en péril. Avec d'infinies précautions, Élise glissa ses mains sous le petit corps trempé et le souleva. Petit Prince était glacé, son pelage collé à sa peau révélant sa fragilité alarmante. Plus inquiétant encore, il ne bougeait presque plus, ses efforts pour se maintenir à la surface l'ayant épuisé. « Il est en hypothermie », diagnostiqua-t-elle à voix haute, autant pour organiser ses pensées que pour communiquer avec Atlas, qui la fixait avec une intensité presque humaine. Sans perdre un instant, elle plaça le chaton contre sa poitrine, sous son pull, pour lui transmettre sa chaleur corporelle, puis se dirigea vers la maison. Atlas la suivit, trottant anxieusement à ses côtés, s'arrêtant parfois pour regarder en direction du sous-bois où Stella s'était aventurée. Dans la cuisine, Élise agit avec une efficacité méthodique, née des années d'expérience aux côtés de Pierre dans la gestion des urgences viticoles. Elle prépara une bouillotte qu'elle enveloppa dans une serviette douce, créant un nid de chaleur où elle déposa délicatement Petit Prince. Puis, avec un compte-gouttes stérilisé que Laurent avait laissé en cas d'urgence, elle tenta de faire absorber quelques gouttes d'eau tiède au chaton. « Allez, petit guerrier », murmura-t-elle en observant avec angoisse les faibles mouvements de sa poitrine. « Batte-toi encore un peu. » Atlas, qui n'avait pas quitté son poste d'observation près de la table, émit un gémissement doux, presque plaintif. Élise le regarda, frappée par l'expression de ses yeux, une inquiétude qui semblait transcender les barrières entre espèces. « Je sais, » lui dit-elle, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. « Tu as fait de ton mieux. Tu l'as sauvé en m'alertant. » Comme en réponse, Atlas s'approcha et posa délicatement son museau contre le petit corps emmitouflé. La chaleur de son souffle parut ranimer légèrement le chaton qui émit un miaulement ténu à peine audible. « C'est ça », encouragea Élise, un espoir fragile renaissant en elle. « Reviens-nous. » Les minutes s'écoulèrent dans une tension palpable. Élise continuait ses soins attentifs, alternant gouttes d'eau et massages doux pour stimuler la circulation, tandis qu'Atlas maintenait une garde vigilante, son corps formant un bouclier protecteur autour du petit être vulnérable. Progressivement, les signes de vie se firent plus évidents. Petit Prince commença à bouger davantage, ses membres minuscules s'agitant avec une vigueur renouvelée. Ses miaulements, d'abord faibles et sporadiques, gagnèrent en force et en fréquence. « Il va s'en sortir », murmura Élise, le soulagement faisant trembler sa voix. « Grâce à toi, mon brave Atlas. » Mais une préoccupation remplaça rapidement ce bref moment de répit. Stella. Comment la lynx réagirait-elle en découvrant la disparition d'un de ses petits? Et pire encore, comment interpréterait-elle le fait qu'un humain avait manipulé son petit le plus vulnérable? Comme en écho à ses inquiétudes, un hurlement félin déchira le silence de la propriété, un cri de détresse maternelle qui ne laissait aucun doute sur sa signification. Stella avait découvert l'absence de Petit Prince. « Il faut le ramener », décida Élise, bien que l'idée de confronter une mère lynx en détresse lui noua l'estomac de peur. Avec une détermination née de la nécessité, elle enveloppa soigneusement le chaton dans un linge propre et se dirigea vers la bergerie, Atlas trottant à ses côtés comme un garde du corps attentif. À travers les fenêtres, elle pouvait voir Stella arpentant frénétiquement l'espace, reniflant chaque recoin, son corps tendu par l'angoisse. Sur le seuil, Élise hésita. Entrer dans cet espace confiné avec une prédatrice sauvage au sommet de son stress maternel représentait un danger considérable. Mais laisser le chaton dehors n'était pas une option. « Atlas », murmura-t-elle,
une idée germant dans son esprit. Tu peux nous aider. Comme s'il comprenait parfaitement sa mission, le chien prit les devants, poussant doucement la porte entr'ouverte de son museau. Stella se figea instantanément, ses yeux dorés fixés sur l'entrée, ses oreilles pointées en avant, tous ses sens en alerte. Atlas avança seul, sa posture soumise et non menaçante, communiquant par chaque mouvement de son corps qu'il n'était pas un danger. Il s'arrêta à mi-chemin entre la porte et Stella, puis émit un gémissement doux, presque implorant. La lynx l'observa, immobile, pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, ses muscles se détendirent légèrement, pas complètement, mais suffisamment pour indiquer qu'elle reconnaissait Atlas comme un allié plutôt qu'une menace. Maintenant ou jamais, se dit Élise, rassemblant tout son courage. Elle entra dans la bergerie, tenant le petit paquet devant elle comme une offrande. Dès que Stella aperçut le linge, son attention se focalisa entièrement sur lui, ses narines frémissant pour capter l'odeur de son petit. « Voilà, doucement », murmura Élise, s'agenouillant lentement pour déposer le chaton sur le sol. Le temps sembla se suspendre dans cet équilibre précaire. Élise, vulnérable dans sa position accroupie, Stella, déchirée entre son instinct maternel et sa méfiance ancestrale, Atlas, sentinelle silencieuse entre les deux mondes. Puis Petit Prince émit un miaulement aigu, son appel instinctif à sa mère. Ce son brisa le sortilège de l'immobilité. Stella s'avança, prudente mais déterminée, et atteint le linge où son petit s'agitait maintenant avec vigueur. Avec d'infinies précautions, Élise se redressa et recula, laissant la mère retrouver son petit. Stella renifla minutieusement le chaton, s'assurant sans doute qu'il était indemne malgré son odeur altérée par le contact humain. Puis, avec la délicatesse caractéristique des félins, elle le saisit par la peau du cou et le transporta jusqu'à la niche d'Atlas, où les deux autres chatons attendaient, blottis ensemble. La famille réunie, Stella entreprit immédiatement une toilette méticuleuse de Petit Prince, effaçant toute trace d'odeur étrangère. Atlas s'approcha prudemment et s'installa à proximité, son corps formant un rempart protecteur autour de la petite famille. Élise observa cette scène depuis l'entrée, son cœur encore battant de l'adrénaline, mais rempli d'un émerveillement renouvelé. Ce qu'elle venait de vivre dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Non seulement Stella avait accepté le retour de son petit des mains d'un humain, mais elle avait aussi, dans ce moment de vulnérabilité extrême, confirmé sa confiance en Atlas comme protecteur de sa progéniture. Lorsque Pierre revint 1 heure plus tard, il trouva Élise assise sur le banc devant la bergerie, son visage portant encore les traces de l'émotion intense qu'elle avait traversée. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, alarmé par son expression. Élise lui raconta l'incident, sa voix encore tremblante lorsqu'elle décrivit le moment où elle s'était retrouvée face à Stella, vulnérable et déterminée à la fois. Pierre l'écouta, stupéfait. « Tu aurais pu être gravement blessé, » dit-il finalement, partagé entre l'admiration et l'inquiétude rétrospective. « Je sais, » admit Élise, « mais je n'avais pas le choix. Et au fond de moi, je savais. Je sentais qu'Atlas nous protégerait tous les deux. » Pierre s'assit à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « C'est incroyable. Non seulement Atlas a alerté pour sauver le chaton, mais il a aussi servi de médiateur entre toi et Stella. Il y a quelque chose de spécial chez lui, » murmura Élise. « Quelque chose qui transcende ce que nous pensons savoir sur les animaux. » 3 semaines s'écoulèrent, transformant la bergerie en un théâtre vivant d'exploration et d'apprentissage. Les chatons, désormais âgés d'1 mois, avaient ouvert leurs yeux, des iris d'un bleu laiteux qui vireraient progressivement au doré caractéristique de leur espèce. Leurs corps, autrefois fragiles et maladroits, s'étaient affermis, leurs pattes plus assurées à chaque jour qui passait.
Le monde, qui se limitait initialement au contact chaud de leur mère et à la proximité rassurante d'Atlas, s'élargissait maintenant à chaque nouvelle aventure. Petit Prince, malgré son départ difficile dans la vie, se développait remarquablement bien. Sa curiosité semblait plus vive encore que celle de ses frères, comme si son expérience de quasi-noyade lui avait insufflé une soif de vie particulière. C'était invariablement lui qui s'aventurait le plus loin dans l'enclos extérieur que Pierre avait agrandi pour permettre à la petite famille de profiter du soleil provençal. Ce matin-là, David filmait les premières tentatives maladroites de chasse des chatons. Pierre avait construit des structures en bois et en cordes qui servaient à la fois de terrain de jeu et d'outils d'apprentissage. Des plumes suspendues à des ficelles, des balles de tissu remplies d'herbes aromatiques, des branches disposées comme des obstacles, tout était conçu pour stimuler les instincts naturels des jeunes prédateurs. « Regarde celui-ci », murmura David à l'intention du professeur Duval qui observait à ses côtés. Petit Prince venait de se mettre en position d'affût, son petit corps plaqué contre le sol, ses oreilles orientées vers une plume qui oscillait doucement dans la brise. La posture est parfaite, instinctivement parfaite. Marion Duval hocha la tête, ses yeux experts ne manquant aucun détail du comportement félin. C'est fascinant. Malgré l'environnement atypique, les schémas comportementaux fondamentaux émergent exactement comme ils le feraient dans la nature. Atlas, allongé à l'ombre d'un olivier, surveillait la scène avec une attention tranquille. Occasionnellement, lorsqu'un chaton s'aventurait trop près de la clôture ou se montrait trop téméraire dans ses explorations, il se levait et le redirigeait d'un léger coup de museau ou d'un aboiement doux. Et ça, poursuivit David, pointant cette interaction, c'est ce qui me fascine le plus. Atlas a développé un comportement de contrôle du territoire spécifiquement adapté aux chatons. Il ne les guide pas comme il guiderait des chiots, mais il ne les traite pas non plus comme des proies ou des menaces. Il a créé une nouvelle catégorie comportementale, confirma Marion. Quelque chose qui n'existe pas dans son répertoire instinctif. C'est de l'innovation pure. Stella, qui somnolait à proximité, gardait toujours un œil entrouvert sur ses petits. Sa récupération avait été remarquable, son pelage avait retrouvé sa splendeur, et sa démarche, autrefois affaiblie par la faim et la déshydratation, avait repris cette grâce féline caractéristique. Mais le changement le plus notable était dans son comportement envers les humains. Sans jamais rechercher le contact direct, elle tolérait maintenant leur présence à une distance de quelques mètres seulement. Elle acceptait la nourriture qu'ils lui préparaient, et parfois, dans des moments qui semblaient suspendus hors du temps, son regard croisait celui d'Élise ou de Pierre avec une reconnaissance tranquille qui transcendait les barrières entre espèces. Le comité se réunit demain, annonça Marion, ramenant la conversation vers les préoccupations pratiques qui planaient comme une ombre sur ce tableau idyllique. Ils vont statuer sur la suite du programme. David arrêta momentanément son enregistrement, le poids de cette décision imminente assombrissant son expression. « Quelle est votre intuition ?» Marion soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « C'est divisé. Une partie du comité estime que les chatons devraient être transférés dès maintenant vers un centre de réhabilitation spécialisé, avec un protocole strict de désensibilisation humaine. Ils craignent que l'imprégnation ne soit déjà trop avancée pour permettre une réintroduction réussie dans la nature. Et l'autre partie ? L'autre partie, dont je fais partie, continua-t-elle avec un demi-sourire, considère que nous sommes face à une opportunité d'apprentissage unique. La relation entre Atlas et cette famille de lynx pourrait nous apprendre énormément sur la plasticité comportementale chez les prédateurs, sur la formation des alliances interspécifiques et même sur nos approches de conservation en général. À l'intérieur de la maison, une conversation similaire se déroulait entre Pierre, Élise et Maxime Vidal,
assis autour de la table de la cuisine où s'étalaient des formulaires et des rapports officiels. Je ne comprends pas pourquoi certains s'obstinent, s'exaspérait Pierre. Les preuves sont sous leurs yeux. Les chatons se développent parfaitement, ils apprennent les comportements de chasse appropriés, et Stella reste fondamentalement sauvage. Vidal hochait la tête, comprenant la frustration. Le problème n'est pas la qualité de vos soins, Pierre, c'est la question de l'avenir à long terme. Que se passera-t-il quand les chatons auront 6 mois, 1 an? Pourront-ils survivre dans la nature après avoir grandi si près des humains? Et s'ils ne le peuvent pas, quel est leur avenir? Il y a des précédents de réintroduction réussis après des périodes de soins prolongés, intervint Élise, feuilletant un dossier que David lui avait préparé. Regardez ce cas en Espagne, où 3 lynx pardels orphelins ont été élevés en semi-captivité pendant 8 mois avant d'être relâchés. Le taux de survie a été comparable à celui des lynx sauvages. Le lynx pardel n'est pas exactement le lynx roux, tempéra Vidal, mais vous avez raison sur le principe. Le problème est que notre protocole n'a pas été testé. Nous sommes en territoire inexploré. Un aboiement joyeux interrompit leur discussion. Par la fenêtre ouverte, ils pouvaient voir Atlas qui trottait dans le jardin, suivi de près par les 3 chatons qui tentaient de coordonner leurs mouvements pour le suivre. Stella les observait depuis l'ombre d'un cyprès, apparemment détendue malgré cette étrange procession. « Regardez ça », murmura Élise, un sourire éclairant son visage fatigué par les semaines d'inquiétude. « Est-ce que ça ressemble à des animaux qui ne pourront jamais s'adapter à la vie sauvage, ou est-ce que ça ressemble plutôt à des chatons qui apprennent à explorer leur environnement sous supervision ?» Vidal observa la scène, pensif. « Ce qui me frappe, c'est que malgré la présence d'Atlas et votre influence, les chatons développent tous les comportements typiques de leur espèce. Ils ne se comportent pas comme des chats domestiques ou des chiens. Ils conservent leur essence sauvage. » Exactement, confirma Pierre. Nous ne les apprivoisons pas. Nous leur offrons simplement un espace sécurisé pour grandir et développer leurs instincts naturels. Le téléphone sonna, brisant ce moment de contemplation. C'était Laurent appelant depuis son cabinet vétérinaire. « Je viens de recevoir un appel du directeur régional de l'environnement », annonça-t-il sans préambule. « Il assistera personnellement à la réunion de demain. Apparemment, notre cas a attiré l'attention des plus hautes sphères. » « Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» demanda Pierre, l'inquiétude perçant dans sa voix. « Difficile à dire », admit Laurent. « Mais cela signifie que la décision ne sera pas prise à la légère. Je passe vous voir ce soir pour préparer notre présentation. » La journée s'écoula dans cette atmosphère d'attente teintée d'appréhension. À mesure que le soleil déclinait, projetant des ombres allongées sur la propriété des Moreau, la famille de lynx et leurs gardiens canins regagnèrent la bergerie pour la nuit. Le rituel du soir s'installa. Élise préparant la ration de Stella, Pierre vérifiant une dernière fois la sécurité de l'enclos, David téléchargeant et sauvegardant les précieuses données de la journée. Cette routine, établie en quelques semaines à peine, avait pris une place centrale dans leur vie, créant un rythme aussi naturel que les saisons qui gouvernaient leurs vignes. L'idée que tout cela pourrait prendre fin le lendemain pesait sur chacun d'eux avec une gravité silencieuse. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait la Provence de teintes pourpres et dorées, les Moreau, Laurent, David et le professeur Duval se réunirent sur la terrasse pour finaliser leur stratégie. Les dossiers s'empilaient sur la table, rapports médicaux, analyses comportementales, données comparatives avec d'autres programmes de réhabilitation. Notre argument principal, résuma Marion, est que nous avons créé ici un modèle unique d'apprentissage protégé. Les chatons acquièrent toutes les compétences dont ils auront besoin dans la nature, mais dans un environnement qui minimise les risques pendant cette phase critique de développement. « Et avec Atlas comme quoi exactement ?» demanda Laurent, cherchant le terme approprié. « Comme facilitateur interspécifique », proposa David. « Il joue un rôle de pont
entre le monde sauvage de Stella et notre monde humain. Il offre une sécurité qui permet aux instincts naturels de s'exprimer sans les contraintes de la peur ou du stress. Pierre, qui était resté silencieux pendant une bonne partie de la discussion, se leva soudainement. « Excusez-moi un instant », dit-il avant de se diriger vers la bergerie. À travers la fenêtre, il observa la petite famille dans leur routine du soir. Stella, allongée devant la niche d'Atlas, allaitait ses petits une dernière fois avant la nuit, tandis que le berger australien montait la garde à proximité, son regard alternant entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» murmura Pierre comme si le chien pouvait lui répondre. « Est-ce que nous faisons ce qu'il faut, ou sommes-nous juste des humains qui projettent leurs désirs sur la nature ?» L'aube du jour décisif se leva dans une brume légère qui nimbait les vignes d'un voile argenté. Pierre était debout depuis les premières lueurs, incapable de trouver le sommeil face à l'importance de ce qui se jouerait dans quelques heures. Assis sur le perron de la bergerie, une tasse de café refroidissant entre ses mains, il observait les premières activités de la famille improbable qui avait bouleversé leur existence. Stella, toujours alerte aux premières heures, faisait sa toilette matinale, tandis que ses petits dormaient encore, blottis les uns contre les autres près de la niche d'Atlas. Le chien, sentant la présence de son maître, avait ouvert un œil, mais était resté immobile, comme s'il comprenait l'importance de ne pas perturber le repos des chatons. « Tu as créé quelque chose d'extraordinaire, tu sais, » murmura Pierre, sa voix à peine audible dans la quiétude du matin. Quelque chose que personne n'aurait cru possible. Atlas le regarda avec cette intensité particulière qui donnait parfois l'impression troublante qu'il comprenait chaque mot. Puis, avec d'infinies précautions, il se dégagea de la masse endormie des chatons et vint s'asseoir au pied de Pierre, posant sa tête sur le genou de son maître dans un geste de réconfort silencieux. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. David et le professeur Duval finalisaient leur présentation, organisant les données et les vidéos qui constitueraient le cœur de leur argumentaire scientifique. Élise préparait la maison pour accueillir les membres du comité qui souhaiteraient observer directement la situation avant la réunion officielle. Laurent, arrivé tôt, procédait à un dernier examen médical de Stella et des chatons, documentant méthodiquement leur excellent état de santé. Peu avant midi, les premières voitures commencèrent à arriver. Maxime Vidal ouvrait la marche, accompagné du directeur régional de l'environnement, Henri Bergeron, un homme à la carrure imposante dont le visage sévère contrastait avec la douceur inattendue de son regard. Derrière eux suivaient plusieurs experts, une vétérinaire spécialisée dans les félins sauvages, 2 éthologues renommés et un représentant du programme européen de conservation du lynx. « Merci de nous accueillir chez vous, monsieur et madame Moreau », commença formellement Bergeron après les présentations d'usage. « La situation que vous gérez est, pour le moins dire, sans précédent dans nos archives. » Son ton ne trahissait rien de ses intentions, et Pierre sentit une appréhension familière monter en lui. Ces bureaucrates au langage prudent avaient le pouvoir de détruire en un instant la fragile harmonie qu'ils avaient construite jour après jour. « Nous aimerions observer directement avant toute discussion, » poursuivit Bergeron. « Si cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr, » acquiesça Élise. « Mais nous vous demandons de suivre quelques règles simples pour ne pas perturber Stella et ses petits. Ils sont habitués à notre présence, mais un groupe nombreux pourrait les stresser. » Les visiteurs furent divisés en petits groupes qui, à tour de rôle et sous la supervision de David ou de Marion, purent observer la famille de lynx depuis les fenêtres spécialement aménagées de la bergerie. L'installation permettait une observation détaillée sans intrusion directe dans l'espace des animaux. Ce qu'ils virent ce jour-là sembla faire impression, même sur les visages les plus impassibles. Les chatons, désormais pleinement éveillés, s'adonnaient à leurs jeux matinaux, poursuites effrénées, embuscades maladroites,
Première tentative d'escalade sur les structures que Pierre avait construites. Et au milieu de cette activité bouillonnante, Atlas jouait son rôle extraordinaire de gardien et de guide, redirigeant gentiment un chaton trop aventureux, servant occasionnellement de proie dans leur jeu de chasse, toujours attentif aux signaux subtils de Stella, qui supervisait l'activité avec la vigilance détendue d'une mère confiante. « Remarquable », murmura l'un des éthologues, prenant frénétiquement des notes. La coordination entre le chien et la lynx adulte, c'est presque comme s'ils avaient établi un langage commun. Après 1 heure d'observation, le groupe se retira dans la grande salle à manger des Moreau, transformée pour l'occasion en salle de conférence improvisée. Des dossiers avaient été préparés pour chaque participant et un écran projetait les données et vidéos compilées par David et Marion. La présentation fut méthodique et complète. Laurent détailla l'évolution médicale de Stella, depuis son état critique lors de son arrivée jusqu'à sa santé florissante actuelle. David expliqua le développement comportemental des chatons, démontrant avec vidéo à l'appui qu'ils acquéraient tous les comportements typiques de leur espèce, malgré leur environnement atypique. Marion offrit une analyse comparative avec d'autres programmes de réhabilitation, soulignant les avantages uniques de leur situation. Puis vint le moment que tous redoutaient, la discussion sur l'avenir. « Vos résultats sont indéniablement impressionnants », commença Bergeron après un long silence évaluatif. Mais la question fondamentale demeure. Quel est l'objectif final? La réintroduction dans la nature reste-t-elle possible dans ces conditions? Non seulement possible, mais potentiellement plus réussie qu'avec les méthodes traditionnelles, affirma Marion avec conviction. Ces chatons développent toutes les compétences nécessaires à leur survie, mais sans le stress constant qui accompagne habituellement l'apprentissage dans la nature. Ils sont plus confiants, plus adaptables, et paradoxalement, cela pourrait les rendre plus aptes à affronter les défis de la vie sauvage. La vétérinaire spécialiste des félins semblait sceptique. L'imprégnation humaine est ma principale préoccupation. Ces chatons ne montrent aucune crainte des humains. Dans la nature, cela pourrait les conduire directement vers les zones habitées, avec tous les risques que cela comporte. Permettez-moi de nuancer, intervint David. Ils ne montrent pas de crainte excessive, ce qui est différent d'une absence totale de méfiance. Ils maintiennent une distance de sécurité avec tous les humains, sauf ceux qu'ils connaissent intimement. Et même avec nous, ils ne recherchent jamais le contact direct comme le ferait un animal domestique. Le débat se poursuivit, intense mais courtois, chaque expert apportant son point de vue, chaque argument étant soigneusement pesé. À l'extérieur, le soleil atteignait son zénith, baignant la Provence d'une lumière dorée qui contrastait avec la tension palpable qui régnait dans la salle. C'est alors qu'un aboiement retentit, un son si inhabituel dans le calme habituel de la propriété que tous se figèrent. Atlas, et ce n'était pas son aboiement habituel, mais un cri d'alarme que Pierre et Élise reconnurent immédiatement. « Quelque chose ne va pas », murmura Pierre en se précipitant vers la porte, suivi de près par Élise et plusieurs membres du comité. Dehors, la scène qui les accueillit glaça leur sang. Un inconnu se tenait près de la bergerie, un appareil photo à longue focale dans les mains. À quelques mètres de lui, Atlas faisait barrage de son corps, tout scroc dehors, tandis que dans l'enclos, Stella avait rassemblé ses petits et les poussait vers l'intérieur du bâtiment, son corps tendu dans une posture défensive. « Qui êtes-vous » lança Pierre en s'avançant rapidement. L'homme, un trentenaire à l'allure décontractée, sourit sans paraître le moins du monde intimidé. « Mathieu Lambert, journaliste indépendant. Votre histoire commence à faire du bruit dans certains cercles, monsieur Moreau. Une lynx sauvage adoptée par un chien, ça ferait une sacrée une. » « Vous êtes sur une propriété privée » intervint Bergeron, son autorité naturelle s'imposant immédiatement. « Et vous perturbez un programme scientifique officiel. » Le journaliste haussa les épaules. « Le public a le droit de savoir ce qui se passe ici, »
Si vous avez vraiment réussi à créer ce lien entre espèces, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Pas comme ça, rétorqua David avec une colère contenue. Pas en traumatisant des animaux déjà vulnérables, pas en compromettant des mois de travail délicats. Le journaliste sembla hésiter, son regard passant du groupe hostile à la scène derrière eux, où Atlas maintenait sa garde vigilante tandis que Stella disparaissait dans la bergerie avec ses petits. Ce fut Élise qui désamorça finalement la situation. S'avançant calmement, elle s'adressa à l'homme avec une douceur ferme. « Monsieur Lambert, je comprends votre intérêt professionnel, mais ce que vous voyez ici est fragile et précieux. Ces animaux ne sont pas des curiosités pour faire vendre des journaux. Ils sont l'espoir d'une coexistence différente entre les espèces. » Elle marqua une pause, puis continua avec une proposition inattendue. « Si vous êtes vraiment intéressé par cette histoire, revenez officiellement. Contactez le bureau du directeur Bergeron. Quand le moment sera approprié, quand nous ne risquerons plus de perturber le développement des chatons, nous pourrons envisager un reportage encadré. » L'homme parut surpris par cette ouverture, s'attendant visiblement à une hostilité sans compromis. Après un moment de réflexion, il hocha la tête. « D'accord, ça me semble raisonnable. » Puis, avec un dernier regard vers la bergerie, « Ils sont vraiment extraordinaires. » Après son départ, un silence pesant s'installa. Puis, étonnamment, ce fut Bergeron qui le rompit avec un rire bref. « Eh bien, Madame Moreau, je crois que vous venez de nous faire une démonstration parfaite de gestion de crise. » Élise haussa les épaules, gênée par la tension soudaine. « J'ai juste fait ce qui semblait juste. Et c'est précisément ce qui m'impressionne, » poursuivit Bergeron, son visage s'adoucissant. « Depuis le début de cette affaire, vous et votre famille avez constamment fait ce qui semblait juste, pas ce qui était facile, pas ce qui était conventionnel, mais ce qui était nécessaire pour ces animaux. » Il se tourna vers l'ensemble du comité, son expression désormais résolue. « Je crois que cet incident nous a offert une perspective que toutes nos discussions théoriques n'auraient pu apporter. Nous avons vu en temps réel comment ce système fonctionne. Le chien protège, la lynx réagit appropriément, et ensemble, ils assurent la sécurité des chatons. » La vétérinaire spécialiste qui avait observé toute la scène avec attention hocha lentement la tête. « Je dois admettre que la réaction de Stella était parfaitement adaptative, ni excessive, ni insuffisante. Elle a protégé ses petits sans panique, sans agressivité disproportionnée. Et Atlas, ajouta l'un des éthologues, a parfaitement joué son rôle de première ligne de défense, permettant à Stella de se concentrer sur les chatons plutôt que sur la menace directe. » Bergeron regarda Pierre et Élise, une décision se formant visiblement dans son esprit. « Je crois que nous en avons assez vu. Retournons finir notre discussion. » Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsque les membres du comité émergèrent enfin de leur délibération. Les Moreau, David, Laurent et Marion attendaient sur la terrasse, le silence entre eux chargé d'anticipation. Seul Atlas semblait serein, allongé au pied d'Élise, sa présence solide offrant un réconfort silencieux. Bergeron s'avança, son expression indéchiffrable, alors que tous se levaient instinctivement à son approche. Il prit un moment pour observer le paysage baigné dans la lumière dorée du soir, puis se tourna vers le groupe avec un sourire inattendu. « Le comité a pris sa décision, » annonça-t-il, « à l'unanimité. » Pierre prit la main d'Élise, leurs doigts s'entrelaçant dans ce geste familier de soutien mutuel qui avait traversé les décennies. « Nous avons décidé d'approuver la poursuite de votre programme expérimental, » poursuivit Bergeron, « avec certaines conditions, bien entendu. » Un soupir collectif de soulagement parcourut le groupe. Atlas, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, se redressa, ses oreilles dressées attentivement. « Les conditions sont les suivantes, » continua le directeur. « Premièrement, le programme sera formellement intégré au projet européen de conservation du lynx
avec tous les protocoles scientifiques et les financements que cela implique. Deuxièmement, une équipe de supervision sera constituée, comprenant le professeur Duval, M. Vidal, et des experts désignés par notre direction. Troisièmement, un plan progressif de réintroduction devra être élaboré et mis en œuvre dès que les chatons auront atteint l'âge de 8 mois. Il marqua une pause, puis ajouta avec un regard qui s'était adouci. Et enfin, votre propriété sera officiellement désignée comme site pilote pour ce nouveau modèle de réhabilitation assistée. Si les résultats sont concluants, nous envisageons d'étendre cette approche à d'autres espèces en danger. L'énormité de cette décision les frappa tous. Ce n'était pas simplement l'autorisation de poursuivre leur travail avec Stella et ses petits, c'était la reconnaissance officielle que leur expérience improbable pourrait transformer les pratiques de conservation des espèces menacées. « Merci », murmura Élise, sa voix tremblante d'émotion. « Nous ferons tout pour être dignes de cette confiance. » Bergeron hocha la tête. « Je n'en doute pas un instant, Madame Moreau. Ce que vous avez accompli ici, avec des moyens limités et beaucoup d'amour, est remarquable. Maintenant, imaginez ce que nous pourrons réaliser avec les ressources appropriées. » Les mois qui suivirent transformèrent la propriété des Moreau. Un petit bâtiment scientifique fut construit à proximité de la bergerie, équipé de technologies de pointe pour le suivi et l'observation non invasive. L'enclos extérieur fut considérablement agrandi, s'étendant jusqu'à la lisière du bois pour offrir un espace de transition entre le monde contrôlé de la bergerie et la nature sauvage qui attendait au-delà. Les chatons grandissaient à une vitesse stupéfiante. À 6 mois, ils avaient déjà atteint la taille de grands chats domestiques, leur pelage juvénile cédant progressivement la place aux magnifiques manteaux tachetés caractéristiques des lynx adultes. Leur jeu devenait plus élaboré et plus stratégique, de véritables répétitions des techniques de chasse qu'ils utiliseraient un jour pour leur survie. Atlas, toujours présent, avait subtilement modifié son comportement à mesure que les chatons gagnaient en indépendance. Sa supervision se faisait plus distante, moins interventionniste, comme s'il comprenait intuitivement que son rôle évoluait de protecteur à simple compagnon. Stella, quant à elle, encourageait de plus en plus l'autonomie de ses petits, les poussant parfois à explorer seuls, les observant de loin avec cette patience vigilante propre aux mères félines. Le jour du 8e mois marqua le début du plan de réintroduction progressive. La première phase consistait à permettre à la famille de lynx d'explorer une zone forestière adjacente à la propriété, spécialement sécurisée et équipée de caméras discrètes. Petit Prince, devenu le plus aventureux des trois, fut le premier à franchir la barrière symbolique, suivi de près par ses frères, puis par Stella, qui surveillait leurs explorations avec une attention renouvelée. Atlas, pour la première fois, resta en retrait, s'arrêtant à la limite de la propriété comme s'il reconnaissait que le monde au-delà appartenait à un domaine qu'il ne devait pas pénétrer. « Il comprend », murmura David à son père, alors qu'ils observèrent la scène depuis la distance. D'une façon ou d'une autre, il sait que leur chemin et le sien doivent maintenant diverger. Ces excursions devinrent quotidiennes, s'allongeant progressivement. Bientôt, la famille de lynx passait des journées entières dans la forêt, ne revenant à la bergerie que pour la sécurité de la nuit. Puis vint le jour où ils ne revinrent pas au crépuscule. Élise, malgré sa compréhension rationnelle que ce moment était inévitable et même souhaitable, ne put empêcher les larmes de couler alors qu'elle scrutait la lisière du bois, espérant apercevoir le mouvement familier de leur retour. Les traceurs indiquent qu'ils sont installés dans la grotte que nous avions identifiée comme site potentiel de tanière, la rassura Marion, consultant les données sur sa tablette. Ils vont bien, Élise. Ils font exactement ce qu'ils sont censés faire. Atlas, qui avait attendu patiemment toute la journée près de la limite de la propriété, semblait comprendre avant eux tous. Lorsque la nuit tomba complètement, il retourna lentement vers la maison, s'arrêtant une dernière fois pour regarder vers la forêt, comme pour dire adieu.
Les semaines suivantes furent étranges, habitées par une absence qui se faisait sentir comme une présence fantôme. La bergerie, vidée de ses occupants extraordinaires, semblait plus grande et plus silencieuse. Atlas reprit progressivement ses routines d'avant Stella, bien qu'une partie de lui semblât toujours attendre, espérer un retour qu'il savait improbable. Les données des traceurs confirmaient que la famille s'adaptait parfaitement à leur vie sauvage retrouvée. Ils avaient établi un territoire, commencé à chasser avec succès, et se comportaient en tout point comme des lynx parfaitement fonctionnels. Le programme était, selon tous les critères scientifiques, un succès retentissant. Un matin d'automne, alors que les vignes se parèrent de rouge et d'or, Pierre se réveilla avant l'aube, tiré du sommeil par l'aboiement d'Atlas, ce même son distinctif qui les avait alertés le jour où Stella s'était effondrée devant la niche. Le cœur battant, il s'habilla rapidement et suivit le chien qui le guidait avec une excitation évidente vers la lisière du bois. Là, dans la lumière naissante, une silhouette familière attendait. Stella, seule, majestueuse dans son pelage d'automne, ses yeux dorés brillant dans la pénombre. Elle ne s'approcha pas davantage, maintenant cette distance prudente qui marquait désormais sa réintégration complète au monde sauvage. Mais elle était venue, sciemment, délibérément, comme pour un dernier adieu. Atlas s'avança jusqu'à mi-chemin entre Pierre et la lynx, puis s'assit, sa posture calme et digne. Stella et lui se regardèrent pendant ce qui sembla une éternité, dans une communication silencieuse que Pierre, malgré toutes ces années passées parmi les animaux, ne pouvait que partiellement comprendre. Puis, avec un mouvement gracieux, Stella inclina légèrement la tête vers Atlas, avant de se détourner et de disparaître dans les profondeurs de la forêt, son pelage tacheté se fondant instantanément dans les ombres du sous-bois. Atlas resta immobile quelques instants, puis retourna vers Pierre, une sérénité nouvelle dans sa démarche. Le viticulteur s'agenouilla et enlaça son fidèle compagnon, les yeux humides de larmes qui n'étaient pas tout à fait tristes. « Tu as changé leur vie », murmura-t-il contre la fourrure chaude, et ils ont changé la nôtre. Un an plus tard, le programme de réhabilitation assistée du lynx avait été étendu à 3 autres sites en Europe. L'histoire de Stella et d'Atlas, publiée dans des revues scientifiques prestigieuses et popularisée par un documentaire sensible réalisé avec la collaboration de Mathieu Lambert, avait transformé la perception publique de la conservation des espèces menacées. Dans les collines provençales, les caméras cachées captaient occasionnellement des images de 3 jeunes lynx adultes parcourant leur territoire avec assurance. Et parfois, plus rarement mais de façon persistante, une lynx femelle plus âgée était aperçue à la lisière de la propriété des Moreau, observant de loin un berger australien qui vieillissait gracieusement à l'ombre des cyprès. 2 mondes séparés par l'évolution et la nature, momentanément réunis par la compassion et le besoin, puis à nouveau divisés par la nécessité, mais à jamais connectés par un lien invisible qui transcendait les frontières entre sauvage et domestique, entre instinct et choix, entre ce qui est et ce qui pourrait être.